Bien, chers amis, on recommence notre cours de droit des sociétés, toujours retransmis de manière à peu près droite en direct. Alors, on était dans le droit au bénéfice, toujours, droit au bénéfice de l'associé, et on avait commencé à évoquer le fait que le droit au dividende, on avait vu qu'il y avait trois formes d'appréhension du droit au bénéfice. Alors, on avait évoqué, pour le mettre de côté, le fait que lorsqu'on cédait ses droits, ses parts ou ses actions, on allait demander un prix plus élevé pour tenir compte du fait que la société avait fait du bénéfice qui n'avait pas encore été distribué. Mais ça, c'est une manifestation économique du droit au bénéfice, ce n'est pas une manifestation juridique. Manifestation juridique, on a dit qu'il y avait le droit au dividende, enfin un droit sur le dividende, c'est-à-dire sur le bénéfice que la société décidait de mettre en distribution. On va évoquer le droit sur les réserves et on parlera aussi du droit sur le boni de liquidation, donc sur ce que l'on récupère quand la société est dissoute. Donc, toujours sur le droit au dividende, donc on avait évoqué le fait que le dividende n'était pas un fruit civil, c'est-à-dire qu'il ne s'acquirait pas jour par jour. C'est pour ça que, comme on l'a dit hier, si vous avez été associé pendant tout l'exercice, mais que vous ne l'êtes plus quand l'Assemblée décide de distribuer le bénéfice sous forme de dividende, vous n'avez droit à rien puisque vous n'êtes plus associé. Il faut dans cette situation avoir pris en compte le bénéfice dans le calcul du prix que l'on a demandé au cessionnaire, à l'acheteur. Si on ne l'a pas fait, c'est tant pis, la société ne vous donnera rien. Bon, sur le dividende toujours, quelques précisions sur son régime. Le dividende, c'est une créance un peu particulière. C'est une créance particulière, il y a une règle qui concerne sa prescription. C'est quoi le délai de droit commun de la prescription? Vous êtes sûr que c'est 5 ans? 3 ans depuis 2008? Non, 5 ans. Avant, c'était beaucoup plus. Le délai de droit commun, oui, j'ai réussi à vous faire douter. Avant, le délai de droit commun, c'était 30 ans, mais on avait un certain nombre de délais plus courts. L'action en nullité, fondée sur une nullité relative, c'était 5 ans par exemple. Et on a, pour le droit des sociétés, un certain nombre de prescriptions triennales. L'action en nullité d'une société, par exemple, il y a un délai de 3 ans pour agir. L'action en responsabilité contre les dirigeants, vous avez un délai de 3 ans pour agir également. Quand la société décide de mettre en paiement un dividende, l'Assemblée prend la décision qu'on va distribuer. Vous êtes l'Assemblée des actionnaires et on va distribuer une certaine somme par action sous forme, au titre du dividende. La société décide cela, ça veut dire qu'elle ouvre un droit à chaque associé à demander à être payé de son dividende. Cette créance-là, elle est assortie d'une prescription, elle fait l'objet d'une prescription, qui est une prescription qui est de 5 ans. Prescription de 5 ans, on n'a pas à se poser la question de délais spéciaux ou de délais général. Aujourd'hui, on a réduit le nombre de délais spéciaux. Il n'y a pas de texte qui prévoit un délai spécial qui serait plus court, donc c'est un délai de 5 ans. Mais, particularité, vous avez un article, alors c'est l'article L 1126-1 de ce que les publicistes appellent le CG3P. Que se passe-t-il? Vous êtes allergique au CG3P? Les gens qui sont moins intimes avec ce code l'appellent le Code général de la propriété des personnes publiques. Mais CG3P, vous comprenez que pour un professeur de droit public, voilà une occasion, je les taquine, voilà une occasion d'avoir l'air tout de suite, ça fait un peu guerre des étoiles, tiens, viens par ici, CG3P, enfin bon, bref. Voilà, bon, ces bêtises étant dites, article L 1126, oui, puisque CG3P est un des robots dans les films Star Wars, comme vous ne l'ignorez pas. Donc, merci de rire à ces blagues. Voilà, donc, article, avec ça l'humour des professeurs de droit,
est maintenant établi comme incontestable, article L 1126.1 de ce fameux Code général de la propriété des personnes publiques. Que nous dit-il? Il nous dit que sont acquis à l'État le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle, je vais reprendre, rassurez-vous, et afférents à des actions, entre autres. Donc on me dit, sont acquis à l'État le montant des dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions émises par toute société commerciale ou civile. Donc, on me donne incidemment la durée de la prescription et on me dit qu'elle est quinquennale, ce qui est en réalité le droit commun, donc ce n'est pas un délai abrégé. Comme on renvoie à la prescription conventionnelle, je comprends que, comme d'autres prescriptions, on pourrait avoir une convention qui abrège la durée de la prescription. On peut l'abréger jusqu'à combien? Vous le savez ou pas? On ne peut pas descendre, voilà. On ne peut pas descendre en dessous d'1 an. On ne peut pas avoir une prescription qui est conventionnellement plus courte. Mais ce qui est intéressant dans le texte surtout, c'est qu'on me dise que ces dividendes prescrits sont acquis à l'État. C'est assez étonnant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que notre société a du bénéfice qu'elle a décidé de distribuer sous forme de dividendes. Elle prend la décision que chaque action percevra 10 € sous forme de dividendes. Si vous ne demandez pas le paiement, alors généralement la société va adresser le paiement aux actionnaires de son propre chef, il n'y a pas à aller au siège social, à sonner en disant « Bonjour, je viens chercher mes 10 €. » La société va mettre en paiement le dividende, mais si vous n'étiez pas payé pour une raison X ou Y, vous avez, et que vous ne demandiez pas à être payé, au bout de 5 ans, votre droit va être prescrit. Votre droit étant prescrit, ce que vous dit ce texte, c'est qu'il va à l'État. L'État est donc créancier du dividende qu'une société par action a décidé de distribuer aux actionnaires, mais qui n'a pas été payé et qui est atteint par la prescription. C'est une règle qui est assez étonnante. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'on ne distingue pas entre... Enfin, c'est qu'on distingue entre les sociétés par action et les autres sociétés. Parce qu'on vous parle du dividende afférent à des actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobilières négociables, mais on laisse de côté les parts d'intérêt, les parts sociales des sociétés civiles, des SARL. Ça veut dire qu'une SARL qui décide de distribuer un dividende et, au cas où cette créance, cette dette pour la société serait atteinte par la prescription, ça veut dire que la société va conserver les sommes d'argent, puisqu'il y avait une dette envers l'associé. Vu de l'autre côté, il y avait une créance de l'associé sur la société, mais elle est prescrite. Et le résultat, c'est que le débiteur ne peut plus se voir demander le paiement. Et là, ça ne va pas à l'État quand c'est une SARL, parce qu'on n'est pas en présence d'un dividende afférent à une action. C'est clair tout ça ou pas? Démarrage un peu brutal, j'en conviens. Bon, donc, règle de prescription particulière avec cette règle originale qui est qu'il y a attribution à l'État des dividendes afférents à des actions lorsque ceux-ci sont prescrits. La prescription, vous savez qu'une question importante, c'est celle de savoir quel est le point de départ. Peu importe, ou presque, le délai, le point de départ est particulièrement important, parce que si vous ne faites jamais démarrer un délai, même très court, ou s'il est en permanence relancé parce qu'il y a renouvellement, enfin, il y a interruption de la prescription, vous comprenez que le point de départ, c'est un point qui est particulièrement important. Le point de départ, ce doit être la décision qui autorise la mise en paiement du dividende. Ça veut dire que si une société fait beaucoup de bénéfices, mais ne consulte jamais ses associés sur l'affectation du bénéfice, on ne fait pas démarrer
la prescription qui permettrait, enfin, qui affecte la créance des associés, créance de paiement du bénéfice auquel ils auront éventuellement droit. Ça, c'était un point sur la prescription. Autre point particulier sur la créance de dividendes, sous quelle forme peut-elle être payée? Sous quelle forme peut-elle être payée? Vous avez des textes spéciaux, c'est l'article, je le prends, L232-18, qui est un article qui va concerner les sociétés commerciales et parmi elles les sociétés par action. On vous dit, dans les sociétés par action, les statuts peuvent prévoir que l'Assemblée statuant sur les comptes peut accorder à chaque actionnaire, je ne fais pas de la dictée de texte, une fois que j'ai dit L232-18, vous avez la référence et vous aurez des codes. Je rappelle, pour répondre à une question qui est souvent posée sur le code à utiliser pour le premier semestre, vous pouvez, c'est mieux d'avoir un code des sociétés. C'est mieux d'avoir un code des sociétés le plus récent possible, mais si vous avez un code des sociétés 2015 ou 2016, ce n'est pas dramatique pour le premier semestre en tous les cas. Et si vraiment vous ne pouvez pas avoir de code des sociétés, avec un code civil et un code de commerce, vous vous en sortirez. Mais c'est quand même mieux d'avoir un code des sociétés. C'est un code qui est, pour la version d'Alos par exemple, commenté. Voilà, d'ailleurs, je dis par exemple, mais en réalité, voilà, c'est les codes qui sont autorisés, c'est Dalos ou Litec, en code des sociétés. Après, c'est plus, à moins que vous ayez d'anciennes éditions ou des éditions que je ne connaîtrai pas, mais après, voilà, les autres choses, ça va être des manuels de droit des sociétés, donc ça, non. Et puis, pour un examen en temps limité, vous avez plutôt intérêt à ne pas vous perdre dans le code. Le code, je le rappelle aussi, comme ça, ce sera dit clairement pour ceux qui n'auraient pas eu l'information. Le code, vous pouvez, dans mes examens, le stabiloter, mais vous ne l'annotez pas, vous ne mettez pas de post-it avec des choses dedans, voire pas de post-it du tout. Vous mettez éventuellement des tout petits post-it sans écrire des choses dessus. Voilà. Mais un code avec des post-it, déjà, ça va attirer sur vous l'attention. Vous allez subir un contrôle de police pendant l'examen, ça va vous déconcentrer, donc évitons les post-it. Par contre, vous pouvez passer, le code est un ouvrage massif de plusieurs, combien, 2800 pages, vous pouvez passer au stabilo, les textes ou la jurisprudence importants, ça vous permettra de vous y retrouver. Donc, L232-18, on me dit que dans les sociétés par action, les statuts peuvent prévoir que l'Assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes en numéraire ou en actions. Donc, on permet que les statuts autorisent l'Assemblée à proposer comme dividende de recevoir du numéraire, donc de l'argent, ou des actions, donc des actions de la société, ce qui va du coup accroître le pouvoir de l'associé dans la société. Donc il va avoir du coup plus de droits de vote, mais ça veut dire qu'il ne reçoit pas de l'argent, ça veut dire qu'il reçoit simplement de nouvelles actions, de nouveaux droits sociaux. Donc ça, c'est une possibilité qui est prévue par les textes. Maintenant, il est également possible, si une société doit beaucoup d'argent à un ou plusieurs actionnaires, elle a du coup une dette à leur égard, une dette de dividende, la société pourrait décider d'augmenter son capital social. Elle ferait une augmentation du capital social en numéraire et il serait autorisé que les actionnaires libèrent leurs actions par compensation, c'est-à-dire qu'ils paieraient les nouvelles actions par l'extinction de leurs créances sur un phénomène de compensation au sens juridique. Ils paieraient donc les nouvelles actions, ils libéreraient les nouvelles actions par l'extinction de leurs créances sur la société. Donc ça, c'est pas l'hypothèse du paiement du dividende en actions,
C'est l'hypothèse du paiement d'actions émises par la société par l'extinction, par compensation de la créance de dividendes. Autre question que l'on se pose sur le dividende, est-ce que le dividende doit forcément être payé en numéraire? Est-ce qu'il faut recevoir des actions ou est-ce que l'on peut recevoir, je ne sais pas moi, une table du siège social, une voiture d'occasion de la société, un salarié usagé à ramener chez soi? Bon, plus sérieusement, est-ce qu'on peut être payé autrement? Tenez, il est à vous. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut recevoir autre chose que de l'argent? Est-ce qu'on peut être payé, je ne sais pas moi, une société, est-ce que Total peut payer son dividende sous forme de jerrycan d'essence, ce qui ne rend pas pratique, voilà, les gros actionnaires repartent avec beaucoup de jerrycans sous le bras. On peut envisager cela, mais plus sérieusement, on a des sociétés qui se demandent si elles peuvent payer leurs dividendes. Elles ont fait un bénéfice important, mais elles n'ont pas forcément le numéraire disponible pour payer le dividende. Est-ce qu'elles peuvent payer par l'attribution de biens autres qui seraient, je ne sais pas, des marchandises, ou on s'est aussi posé la question de l'attribution d'un immeuble ou de droits sur un immeuble, plutôt, plus précisément, de droits sur un immeuble de la société. Donc l'idée, c'est qu'on va payer le dividende autrement qu'en numéraire, on va le payer par l'attribution d'un actif. C'est vrai que quand on vous parle, si je prends l'article L200, je suis dans le Code de commerce, si je prends l'article L232-12 qui nous parle du dividende, on nous dit « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende. » Et du coup, on nous parle de sommes distribuables. On est tenté de se dire que le dividende, c'est forcément un paiement par remise de sommes, donc par remise de numéraire. Bon, c'est un élément, mais les textes ne nous disent pas clairement si cela est interdit ou autorisé de payer en remettant d'autres actifs que du numéraire. Si on est en droit, si on se place du point de vue du droit des obligations, quand vous avez une créance, normalement, vous avez droit au paiement tel qu'il a été convenu. Donc, si vous avez droit à 1 000 € de dividendes, vous avez droit à 1 000 € en numéraire, si c'est cela qui a été convenu. Vous savez qu'en droit des obligations, en droit civil des obligations, quand on parle du paiement, le paiement, alors c'est vrai que paiement, on pense remise d'une somme d'argent, mais paiement, c'est l'exécution de l'obligation telle qu'elle a été convenue. Le paiement de l'acheteur, c'est le transfert de propriété du bien, et la délivrance du bien vendu, c'est le paiement, c'est l'exécution de l'obligation attendue par l'acheteur. Donc, en réalité, alors, on peut avoir des clauses des statuts qui interdisent ou qui autorisent. Voilà un groupe d'étudiants retardataires, enfin un groupe peu fourni. Voilà. Bien. Donc, on peut avoir une clause des statuts qui autorise ou une clause des statuts qui interdit ce type de paiement. Et dans ce cas-là, enfin, si c'est interdit, il faudra en tenir compte. Ça veut dire que si on voulait que le paiement se fasse par remise d'un actif autre que du numéraire, il faudrait une décision prise, enfin, soit une modification des statuts, soit, me semble-t-il, ça n'est pas dit clairement dans les textes, mais une décision prise à la majorité requise pour modifier les statuts. Les textes ne nous le disent pas, mais quand vous faites prendre à la société une décision non conforme au statut, il faut en avoir conscience, et il me semble qu'il faut, au minimum,
réunir les conditions qui auraient été celles d'une modification des statuts. Mais ce n'est pas très heureux. C'est là qu'on se dit que les sociétés ne sont pas très souples, parce que faire statuer une assemblée aux conditions requises pour la modification des statuts sans modifier les statuts, on est tout de suite un peu gêné aux entournures. C'est quelle assemblée qui va décider de distribuer? Vous voyez, on rentre tout de suite dans des questions très compliquées. C'est quelle assemblée qui va décider de distribuer un dividende? Assemblée générale. Oui, mais laquelle? Ordinaire, parce qu'on ne modifie pas les statuts. Mais si on est en train de faire statuer cette assemblée d'une manière qui n'est pas conforme au statut, on se dit du coup qu'il faudrait une AGO statuant aux conditions de l'AGE. Mais alors, est-ce qu'on fait voter l'usufruitier? Voilà une vraie question compliquée, parce qu'on sait qu'il doit voter sur la décision d'affectation des bénéfices, mais en même temps, il est possible qu'ils ne doivent pas voter aux AGE. J'ai envie de dire qu'on va le faire voter, parce que c'est une décision sur l'affectation des bénéfices, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont le droit de voter aux AGE, qui vont dire « mais moi aussi, je veux voter », et on va peut-être leur dire « mais vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas une AGE, c'est une AGO statuant aux conditions de l'AGE ». En même temps, l'alternative, si c'est de faire une AGE avant l'AGO pour modifier les statuts juste pour la durée de l'AGO, bon, ça devient quand même très compliqué. C'est là qu'on se dit que les sociétés souffrent d'un certain nombre de rigidités et on a intérêt à ne pas avoir mis dans les statuts des règles trop contraignantes. À la rigueur, mieux vaut avoir dit qu'on autorise l'Assemblée à distribuer, si elle le souhaite, l'AGO, à distribuer, si elle le souhaite, un actif autre que du numéraire, à titre de dividende. Mais vous voyez que si on a encadré déjà le fonctionnement de l'Assemblée, après on est très embêté. De même que les clauses, parfois on se demande est-ce qu'on peut mettre des clauses qui garantissent aux actionnaires ou aux associés la distribution d'un pourcentage minimum du bénéfice sous forme de dividende. On va être embêté là encore parce que la société a peut-être besoin de conserver ces sommes et ça veut dire que si elle veut ne pas distribuer, il va falloir passer par des assemblées, comme je viens de l'évoquer, des AGO statuant aux conditions de l'AGE. Bref, ça ne va pas être simple, mieux vaut éviter de trop encadrer cela. Une opinion en tous les cas que l'on rencontre et qui me semble assez peu discutable, c'est que si l'on veut proposer aux actionnaires de recevoir autre chose que du numéraire à titre de dividende, il faut respecter l'égalité entre eux et proposer la même chose à tous les actionnaires. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut une décision unanime, mais ça veut dire qu'il faut proposer à tous les actionnaires de recevoir leur paiement de manière identique. Il n'y a pas un gentil actionnaire qui va recevoir, lui, des droits sur un immeuble qui fait envie à tout le monde, alors que les autres n'auraient pas cette possibilité. Voilà. Donc ça peut être compliqué s'il faut assurer une égalité entre les différents actionnaires. On n'a peut-être pas toujours les mêmes biens à proposer en guise de paiement du dividende. Dernière observation sur le dividende, vous avez des dispositions légales, vous pouvez avoir également des dispositions statutaires qui vont prévoir des droits particuliers sur le dividende. Vous avez un article L232-16 qui vous dit « Les statuts peuvent prévoir l'attribution à titre de premier dividende d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. » Ça veut dire que les statuts vous garantissent que vous aurez droit à un dividende. On a ancré ça dans les statuts. Ce qu'on voit plus fréquemment, c'est des droits particuliers reconnus, on en parlera en détail, reconnus alors, soit par les statuts, soit par
soit par les statuts, par des clauses particulières, soit sous forme d'actions de préférence. Les actions de préférence, on en parlera, ce sont des actions qui donnent des droits particuliers, et une des préférences que l'on peut accorder, c'est précisément un droit renforcé sur le bénéfice. On peut garantir à des actionnaires que s'il y a un bénéfice, ils sont garantis qu'une partie sera distribuée sous forme de dividendes, et peut-être qu'ils auront plus proportionnellement que les autres actionnaires, ceci en contrepartie du fait que peut-être qu'ils n'ont pas, par exemple, de droit de vote. Ça, c'était sur le droit aux dividendes. Deuxième manifestation du droit au bénéfice, le droit aux réserves. Les réserves, c'est une notion, je l'ai évoquée hier, qui est à la fois comptable et juridique. Alors, comptable parce que les réserves correspondent à un poste comptable de la société. Du point de vue juridique, les réserves, c'est quoi? Les réserves, ce sont des sommes que la société doit, je prends les textes, c'est l'article L232-10, on me dit, je ne termine pas ma phrase, mais parce que je préfère citer le texte, article L232-10, à peine de nullité de toute délibération contraire, dans les SARL et les sociétés par action, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminuer le cas échéant des pertes, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve, dit réserve légale. Ça veut dire que quand la société fait du bénéfice, elle doit en prélever un vingtième, ce qui correspond à combien en pourcentage? Merci monsieur. 5%. Enfin, il y a une personne ici qui réagit. Donc 5% du bénéfice, 5% du bénéfice doit être prélevé. On ne peut pas du coup le distribuer. Et ce bénéfice, on va, avec ce bénéfice, constituer un fonds de réserve, réserve légale, et on nous dit ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Donc quand on est, je ne vous fais pas cette fois-là l'injure de vous demander à quoi ça correspond, quand on a 10% du capital social, une réserve légale qui est égale donc à 10% du capital social, on n'a plus l'obligation de prélever sur le bénéfice, de quoi renforcer cette réserve légale. Ça veut dire qu'on oblige les sociétés à avoir, en plus de leur capital social, on les oblige, si vous voulez, à se faire un petit butin, à garder de côté, sans pouvoir le distribuer aux actionnaires, une certaine somme d'argent. C'est comme si la loi demandait qu'on ait 10% du capital social en plus, en réalité, mais ça ne veut pas dire que c'est des sommes qui sont insaisissables, ça veut dire que c'est des sommes qui ne sont pas distribuables. Les actionnaires ne peuvent pas décider de les distribuer sous forme de dividendes. Mais si un créancier est payé et saisit les biens de la société, lui, il n'est pas arrêté par le fait qu'il y a une réserve légale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas saisir les fonds de la société. Ça veut dire simplement que, sur le bénéfice, tout n'est pas distribuable. Il faut constituer donc des réserves. Réserves légales, nous demande-t-on, et les statuts ou une décision des associés peuvent décider de créer d'autres réserves. On peut prévoir, par exemple, des réserves pour apurer les pertes de la société. On sait que la société, à la fin de l'exercice, va subir des pertes. Eh bien, on peut prévoir qu'il y a une réserve exceptionnelle qui est constituée, qui a pour destination d'apurer ces pertes. Oui, la raison d'être de la réserve, je réponds à une question que vous posez, est effectivement que la société soit solvable. On veut qu'elle ait un peu plus de capitaux propres que simplement son capital social. Oui, monsieur.
Non, on parle de droit aux réserves parce que j'y viens. Je vais évoquer, il n'y a pas un droit de l'actionnaire ou de l'associé à saisir les réserves. Simplement, quand vous êtes, je vais prendre une société par action, donc je ne vais parler que d'action pour être plus clair. Vous êtes actionnaire d'une société qui a constitué des réserves. Ces réserves, c'est du bénéfice que la société a fait et qu'elle a mis de côté, qu'elle a donc placé soit dans la réserve légale, soit dans une réserve créée par les statuts ou par une décision de l'Assemblée. Donc on a affecté ces sommes à un poste dit de réserve. Ces sommes-là, la société peut décider de les distribuer à un moment donné. Elle va distribuer le bénéfice qui était mis en réserve, mais il y a un statut qui n'est pas, parfaitement clair sur les réserves. Je prends une illustration des difficultés que posent ces réserves. Est-ce que l'usufruitier a droit aux réserves? L'usufruitier a droit aux fruits. Donc, on pourrait penser qu'il a droit aux bénéfices de la société. On sait qu'il a droit aux dividendes. Si on distribue le bénéfice sous forme de dividendes, eh bien, l'usufruitier a droit aux dividendes. Mais si ce bénéfice, on le met dans les réserves, est-ce que, lorsqu'on va faire une distribution en piochant dans les réserves, est-ce que l'usufruitier a droit aux sommes? Question que je vous pose, est-ce que l'usufruitier a droit aux sommes qui sont du bénéfice distribué, mais bénéfice distribué à partir des réserves? Pourquoi, si vous posez la question, c'est que non? Parce que la logique voudrait que oui, puisque certes c'est mis en réserve à un moment donné, mais initialement, une fois que c'est libéré, entre guillemets, ça reste initialement des bénéfices qui ont été. Alors, la réponse qui est donnée, les textes ne donnent pas de réponse particulière. Enfin, on nous dit qu'il a droit à voter sur l'affectation des bénéfices, mais les textes ne nous donnent pas de réponse particulière. C'est la jurisprudence qui a donné la réponse. Il y a deux arrêts qu'il faut citer et on en ajoutera un troisième. Ce sont des décisions qui sont toutes très récentes. On a un premier arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2015. Donc, Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2015. Alors, c'est des décisions qui obligent à faire un tout petit peu de droit des biens. Chambre commerciale 27 mai 2015, on va nous dire que lorsque la société a mis des sommes en réserve et qu'elle distribue ces réserves, si l'usufruitier perçoit les réserves, on nous dit que naît à ce moment-là un quasi-usufruit. Vous savez tous ce qu'est le quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, pour ceux qui n'osent pas l'avouer, qui ne connaissent pas ces notions-là par cœur, le quasi-usufruit, c'est un usufruit qui porte sur un bien fongible. Donc, le quasi-usufruit, c'est un usufruit qui porte sur un bien fongible. Particularité du quasi-usufruit, quand vous êtes usufruitier, si on vous permet d'utiliser, si vous recevez l'usage d'un bien fongible, il se passe la même chose que quand on vous prête un bien fongible. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Oui? C'est à consommer et donc, plus précisément, c'est à restituer, mais oui, monsieur? Il y a absolument transfert de propriété. Donc, quand il y a quasi-usufruit, ça veut dire que l'usufruitier reçoit la propriété du bien, à charge pour lui de restituer des biens de nature équivalente et dans la quantité reçue. Donc,
ce que nous dit cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2015, quand il nous dit que l'usufruitier est titulaire d'un quasi-usufruit sur les réserves qui sont mises en distribution, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas le droit au fruit de l'usufruitier qui s'exerce. Parce que si on nous dit qu'il y a un quasi-usufruit, à charge pour lui de restituer les sommes, ça veut dire que ce n'est pas son droit au fruit. Parce que si c'était son droit au fruit qui s'exerçait, l'usufruitier n'aurait pas d'obligation de restitution. Donc ça veut dire que quand on distribue des réserves à l'usufruitier, quand on nous dit qu'il y a un quasi-usufruit qui naît, ça veut dire qu'il y a un deuxième usufruit qui apparaît. Ce n'est pas juste l'exercice de son droit au fruit qu'il avait déjà du fait de l'existence de l'usufruit dont il était titulaire, ça veut dire qu'il y a un deuxième usufruit qui apparaît, mais usufruit qui porte sur les sommes mises en distribution, avec obligation pour l'usufruitier de restituer les sommes ainsi perçues. Donc on comprend qu'en réalité, l'usufruitier n'a pas de droit sur les réserves, ou si on lui attribue des réserves, il a une obligation de restitution. On a la même solution qui est donnée par un arrêt plus récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 mai 2016. Attendu de principe, dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerce sous la forme d'un quasi-usufruit. On précise, sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu propriétaire. On avait déjà cette précision dans l'arrêt de 2015. Mais vous avez donc un attendu de principe qui affirme que le droit de l'usufruitier sur le dividende distribué à partir de sommes mises en réserve, ce droit s'exerce sous la forme d'un quasi-usufruit. Et vous avez une autre décision plus récente encore, que je dois citer, arrêt de la première chambre civile du 22 juin 2016, décision qui est d'une articulation pas évidente avec les deux arrêts précédents. Donc civile première, 22 juin 2016, on nous dit, mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve. Là, on ne nous parle pas de quasi-usufruit, on nous dit que l'usufruitier n'a aucun droit sur les bénéfices mis en réserve. Qu'est-ce que ça veut dire, ce « aucun droit » ? Est-ce qu'il faut considérer que tout le monde est d'accord, il n'a aucun droit, et s'il reçoit des sommes, c'est à charge de restitution, parce qu'il y a quasi-usufruit? Ou est-ce que, quand la première civile nous dit « il n'a aucun droit », est-ce qu'elle va plus loin encore, et à ce moment-là, il n'a même pas... Enfin, je ne sais pas, s'il reçoit des sommes, ce n'est pas au titre d'un quasi-usufruit, ça serait au titre d'une libéralité. Enfin, il y a peut-être des implications dans cette formulation qui n'est pas identique d'une chambre à l'autre. Voilà. Je ne fais qu'évoquer ces décisions ici, mais voilà. On a ce statut des réserves. Alors, en réalité, c'est plutôt le statut de l'usufruitier qui n'est pas encore complètement clarifié, mais voilà, les réserves posent un certain nombre de questions, parce que finalement, les textes les réglementent assez peu, hormis le texte sur les réserves légales. Bon, quand on parle de droit aux réserves, vous n'avez pas le droit, quand vous êtes associé, de prendre dans les réserves.
Vous avez le droit de recevoir des sommes prises dans les réserves quand l'Assemblée décide une distribution de dividendes qui peut être du bénéfice de l'exercice clos ou qui peut être pris sur le bénéfice qui avait été mis en réserve. Mais vous n'avez pas un droit individuel. Si j'ai 20% des actions d'une société, je n'ai pas droit mathématiquement à 20% des réserves. Si je quitte la société, je n'embarque pas avec moi 20% des réserves. C'est un droit qu'on peut dire latent. C'est un droit qui existe, mais qui n'est pas encore consacré. Le jour où la société soit est dissoute, soit décide la distribution, là, mon droit au bénéfice, mon droit sur les réserves va se concrétiser. Mais tant que les sommes sont en réserve, mon droit est latent. Parce qu'on a ce droit, si on fait une augmentation de capital et qu'on crée de nouvelles actions, les nouvelles actions, elles ont une valeur nominale qui va généralement être identique à la valeur nominale des actions déjà créées. Mais imaginons que notre société ait créé, elle a un certain nombre d'actions et elle a déjà une activité de plusieurs années derrière elle. On a des réserves qui sont très importantes. Si jamais on venait à faire une augmentation de capital et donc à créer de nouvelles actions, je ne vais pas faire d'exemple chiffré ici, mais il faut comprendre que chaque action nouvelle que l'on va créer a le même droit sur les réserves existantes que les actions qui existent déjà. C'est pour cela qu'en pratique, quand on crée de nouvelles actions, on va regarder quelle est la valeur réelle d'une action, les actions qui existent déjà. Allez, si prenons un exemple chiffré. On a une société avec capital, on va prendre des exemples très simples. Capital social, 1 000 euros, avec 1 000 actions, valeur nominale, 1 euro pour chaque action. On a un bénéfice qu'on a fait qui est de 9 000 euros. Donc, je répète, capital social 1 000 euros, bénéfice réalisé et mis en réserve 9 000 euros. Valeur, imaginons qu'on n'ait pas de dette particulière. Valeur, aujourd'hui, si on devait dissoudre la société et la liquider, valeur de chaque action. « 1 000 euros plus 9 000 euros égale 10 000 euros, divisé par 1 000 actions égale 10 euros par action. » Oui ? Bon. Donc, chaque action a une valeur de 10 euros. Imaginons qu'on fasse une augmentation de capital et qu'on décide donc de créer 1 000 actions supplémentaires. On va doubler le capital social. Ces actions, elles ont la même valeur nominale que les actions déjà existantes. Donc, on va avoir 1 000 actions nouvelles, valeur nominale 1 euro. Si je me contente de demander aux nouveaux entrants, imaginons pour que vous compreniez, voilà, là c'est les actionnaires existants, là c'est les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, on va vous demander de payer pour chaque action le montant de la valeur nominale. Quand on a fait l'augmentation de capital, on a un capital social de combien ? 2 000 euros. On a une valeur globale de la société de combien ? Combien ? 11 000, effectivement. On a 2 000 de capital social plus toujours 9 000 de réserve. Chaque action a le même droit si on n'a pas prévu des statuts particuliers. Chaque action a le même droit. Ça veut dire que si on dissout la société juste après l'augmentation de capital, chaque action donne droit à combien ? Il y a une virgule.
Avant l'augmentation de capital, on avait 1000 actions qui se partageaient 10 000 euros. Après l'augmentation de capital, on a 2000 actions qui se partagent 11 000 euros. Donc, chaque action donne droit non plus à 10 euros, mais à 5,5 euros. Pas 0, quelque chose. On a 2000 actions qui se partagent 11 000 euros. Donc ça ne peut pas donner 0, quelque chose. Si vous faites 11 000 divisé par 2000, vous obtenez combien? Combien? 5,5, voilà. Autrement dit, en langage savant, 5,5. Bon, donc, on a 5,50 € par action. Ça veut dire que, est-ce que nous, les actionnaires en place, on avait intérêt à faire cette opération d'augmentation de capital? Non, on vient juste de perdre une partie de notre richesse. En pratique, ce qu'on va faire, sauf à ce qu'on veuille faire un cadeau aux nouveaux entrants, mais on n'a pas de raison particulière pour le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander que, en même temps qu'est payé, le montant de la valeur nominale, on va demander aux nouveaux entrants de payer une prime d'émission, c'est-à-dire une somme qui va venir s'ajouter aux réserves de la société pour faire en sorte que notre droit à nous, les actionnaires existants sur les réserves, ne soit pas amoindri par la création des nouvelles actions. Dernier droit qu'on va évoquer, mais très rapidement, le droit au boni de liquidation. Le droit au boni de liquidation, on l'a déjà évoqué, c'est le droit au bénéfice qui n'a pas été distribué en cours de vie sociale. Donc, droit au bénéfice qui n'a pas été distribué en cours de vie sociale, une fois qu'on a remboursé les créanciers sociaux, une fois qu'on a restitué le montant des apports, si jamais on a encore de l'argent disponible, ça veut dire qu'on est en présence d'un bénéfice qui n'avait pas été distribué, et ce bénéfice qui n'avait pas été distribué, eh bien, c'est le boni de liquidation. On a quelques textes qui vont s'intéresser à ce boni. On a dans le droit général des sociétés l'article 1844-9 qui nous dit « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au bénéfice, sauf clause ou convention contraire. » Bon. Ça, c'était donc le droit au bénéfice. C'était le grand C dans mon plan. Grand D, le droit de céder ses titres. Le droit de céder donc ses parts ou ses actions. Vous comprenez que c'est un droit qui est important pour un associé parce que pour beaucoup d'associés, le moyen de s'enrichir, c'est plutôt que d'attendre des dividendes, c'est d'acheter des titres et de les revendre, si possible, plus cher. Alors, je vois un de mes collègues civilistes, qui est Moustapha Mekki, qui pose comme question quel lien avec la réforme du droit des obligations, une célébrité du droit civil qui nous suit. Je vous passe les commentaires sur ma cravate. Et indépendamment de ça, oui, vous savez, entre professeurs, il y a une très mauvaise ambiance. C'est quelque chose d'assez terrible, et comme vous le voyez, mais je le remercie de sa question parce qu'on va effectivement en parler d'ici peu. Il tombe bien, même si je ne crois pas avoir grand-chose à lui apprendre, puisque nous allons voir que le droit de céder ses titres, il est en partie affecté par précisément la réforme par l'ordonnance du 10 février 2016 que vous commencez à bien connaître, ou que vous devez bien connaître. Donc ce droit de l'associé de céder ses titres, première précision importante, il n'est pas encadré par des textes du droit des sociétés.
je précise tout de suite, il n'est pas encadré du point de vue de l'associé. On a des textes de droit des sociétés qui vont se poser la question, mais du point de vue de la société. Vous avez des textes sur une clause qu'on va évoquer, c'est la clause d'agrément. C'est quoi la clause d'agrément? C'est un mécanisme légal ou statutaire qui prévoit que quand vous voulez céder vos parts ou vos actions, eh bien, vous devez obtenir une autorisation de la société, une autorisation d'un organe de la société. Donc ça, c'est la clause d'agrément. Vous avez des textes sur la clause d'agrément. Mais est-ce que vous avez des textes qui vous disent, par exemple, quels sont les droits du vendeur et de l'acheteur dans une cession d'actions ou une cession de parts? Réponse non. Pourquoi? Parce qu'on renvoie ça en réalité au droit commun. Et le droit commun, c'est le droit de la vente. C'est le droit de la vente et c'est le droit des contrats, c'est le droit spécial de la vente et c'est le droit commun des contrats. C'est un peu étonnant parce que c'est vraiment une opération qui, économiquement, est très importante et finalement, on la laisse, je ne dis pas à l'abandon, mais on la laisse régie par des textes qui sont des textes qui s'appliquent à toutes les ventes ou à tous les contrats. Bon, voilà, on pouvait s'attendre à ce qu'un droit moderne ait prévu des règles précises sur, je ne sais pas, au hasard, les clauses de complément de prix. On va en parler un petit peu. C'est quoi une clause de complément de prix? Oui, c'est une clause qui prévoit un complément de prix. Très bien, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on prévoirait un complément de prix quand on vend des actions? Oui? C'est, pardon? Alors, s'il y a une dépréciation de la valeur, c'est plutôt l'inverse. S'il y a une appréciation, oui? Non, mais parce que peut-être qu'à partir du moment où je vais céder mes titres, je n'aurai plus droit aux bénéfices qui auraient été exercés sur l'exercice d'avant. Est-ce qu'on peut être tout à fait sûr de la valeur des titres à un moment donné? Oui, la clôture. Enfin, lorsque on ferme, entre guillemets, lorsqu'on dissout la société, on peut avoir une idée de combien vaut la société, parce qu'on va prendre les différents biens de la société, on va en faire une estimation, mieux on va les vendre, et on va partager le produit de la vente entre les associés. Mais, quand vous avez une société en activité, il n'est jamais facile d'être sûr et certain de la valeur réelle d'une part ou d'une action. Ce n'est pas une science qui est une science absolument exacte. Oui, alors des fois, si la société a comme seul actif du numéraire pour 1 000 euros, j'arrive à savoir combien vaut le patrimoine de la société. Si je divise 1 000 euros, s'il n'y a pas de passif par ailleurs, par le nombre d'actions, j'arrive à savoir combien vaut une action. Mais très souvent, la société a un patrimoine beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Et donc, ça va être délicat d'apprécier la valeur exacte du patrimoine de la société et donc des actions de la société. Imaginons que j'ai créé une société et que j'ai investi beaucoup dans un brevet qui a été déposé par la société et dont progressivement on va découvrir de nouvelles utilisations et donc de nouvelles commercialisations possibles. Je ne peux plus rester dans la société parce que je dois vendre pour des raisons, je ne sais pas, par exemple, je n'ai pas le droit de rester actionnaire de la société parce que je suis déjà actionnaire d'une autre société, je dois vendre aujourd'hui. La société, elle n'est pas au début de son activité, mais elle a encore plein de possibilités. Comment est-ce qu'on évalue la société? Est-ce qu'on l'évalue au prix sur lequel on a une certitude? Si on arrête aujourd'hui l'activité de la société, on sait qu'on peut vendre les biens de la société tant, le brevet tant, mais est-ce qu'on n'a pas envie de valoriser les possibilités, les potentialités de la société? Le problème, c'est que si on considère que demain, elle vaut peut-être 20 millions, aujourd'hui,
elle vaut 2 millions, c'est sûr. L'année prochaine, si elle réalise ses objectifs, si elle réussit à signer un contrat pour commercialiser son brevet, elle vaudra 20 millions. Comment on fait pour se mettre d'accord sur le prix? Moi, c'est sûr que je ne vais pas me contenter de 2 millions. Vous n'allez pas payer 20 millions. Si on se met d'accord sur combien? 10? Non, 14. Si on se met d'accord, bon allez, 12, et c'est mon dernier mot. Si on se met d'accord sur 12 millions, le problème c'est que si demain elle vaut 20 millions, moi je ne vais pas être content. Je vais dire, mais j'ai vendu 12 millions une société qui vaut aujourd'hui 20 millions. C'est dramatique. Et si de votre côté, la société ne signe pas les brevets, vous allez vous dire, mais j'ai acheté 12 millions, un truc qui vaut au maximum 2 millions. Donc vous n'allez pas être content non plus. C'est pour ça qu'on recourt à des clauses, ce qu'on fait moins pour les autres biens que les parts ou les actions de société. On recourt à des clauses qu'on appelle clauses de complément de prix ou clauses d'earn out. Earn, comme gagner, E-A-R-N, out, dehors. Donc, on gagne quand on est dehors. La clause, elle est toute simple en réalité. L'idée, c'est que je vous vends les actions de ma société. Ces actions, on a un prix qui est payable immédiatement, qui a un prix fixe de 2 millions. Mais on a prévu que si jamais la société atteint tel ou tel objectif, alors j'aurai droit à un complément de prix et j'aurai droit du coup à peut-être 20 millions au final, parce qu'on a prévu que si elle signe le contrat de commercialisation qu'on a tous en tête et qu'elle tente de signer depuis qu'elle a été constituée, alors elle vaudra plus et du coup, moi vendeur, j'aurai droit à plus. Il n'y a pas de texte particulier là-dessus, ça n'est qu'une application du droit des contrats, principe de liberté contractuelle. Si je suis vendeur d'un bien, je peux vendre au prix que je souhaite, enfin, si l'acheteur est d'accord, bien sûr, mais si je suis vendeur et que l'acheteur est d'accord, on peut prévoir un prix bas ou un prix élevé. On peut prévoir aussi un prix en partie fixe, en partie variable, et le variable, il peut être fonction de ce que la société a atteint tel ou tel objectif. Donc voilà une clause qui est assez fréquente en pratique, la clause d'earn-out, ou clause de complément de prix. Cette clause, elle a l'air très bien comme ça sur le papier. Imaginons que, dans l'exemple que je vous ai donné, vous soyez l'acheteur et que, enfin, c'est une clause, là où je veux attirer votre attention sur le fait que sur le papier c'est intéressant et c'est quelque part très simple et très efficace. L'acheteur ne paye que finalement la valeur réelle de ce qu'il a acheté. Donc si la société ne vaut pas 20 millions d'euros, il ne paye pas 20 millions d'euros. Sauf que, en pratique, la clause, elle va être parfois moins facile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que quand je vous vends ma société, je vous laisse le contrôle de la société. Imaginons que on ait prévu que si la société signe le contrat tant attendu avant la fin 2017, alors ça déclenche l'obligation de me payer le complément de prix. Vous, qui êtes maintenant, qui contrôlez la société, imaginons qu'approche la date fatidique. Il y a une signature du contrat qui est prévue pour le 13 décembre 2017. Est-ce que vous n'allez pas être tenté de dire que, ah oui, mais Noël, vous savez, c'est une période très chargée, donc finalement, c'est plutôt en janvier 2018 qu'on va signer le contrat. J'ai pris un exemple assez simple, mais même avec des clauses qui vont prévoir que le complément de prix est dû en fonction du résultat de la société. Si la société fait un bénéfice de temps, alors l'acheteur doit un complément de prix de temps. Si l'acheteur contrôle la société, il va être tenté,
pour utiliser un mot, un néologisme, il va être tenté de faire sous-performer, plutôt un anglicisme, de faire sous-performer la société. Voilà, si on attend des rentrées particulières, mais que moi, ça m'oblige à vous verser un complément de prix important, je vais peut-être repousser à l'exercice d'après les rentrées en question. Oui, monsieur? Il n'y a pas la bonne foi. Non, monsieur, il n'y a pas de bonne foi. Oui, bien sûr. Si, alors, vous avez déjà, vous avez effectivement une obligation d'exécuter les contrats de bonne foi. Article 1134 alinéa 3 et désormais article 1102 ou 1103, je crois que c'est 1103 nouveau du Code civil. Donc vous avez une obligation d'exécuter les contrats de bonne foi. Vous avez une règle qui est... Parce que finalement, c'est comment est-ce qu'on peut qualifier le complément de prix? Ça repose sur quelle institution du droit civil? Bien à venir, c'est une obligation, l'obligation de payer le prix, la partie variable, qui est affectée de quoi? D'une condition. Donc, vous avez une condition suspensive. Si tel événement se réalise, alors le débiteur doit payer une somme déterminée. Et donc, vous avez dans le Code civil une règle qui prévoit que si la condition ne se réalise pas à cause du débiteur, alors elle est réputée réalisée. Donc, si c'est moi qui volontairement, l'acheteur, le cessionnaire, qui volontairement empêche la condition de se réaliser, alors il faut le sanctionner en considérant que la condition est réputée réalisée. Et puis, on pourrait considérer plus largement que c'est une faute, que c'est une fraude au droit du créancier. Non, mais c'est d'autres moyens d'arriver. Si c'est une faute, ça veut dire que celui qui fait ça s'expose à devoir indemniser le créancier. Si c'est une fraude, ça veut dire que le juge doit pouvoir sanctionner ce comportement qui fait qu'il ne dit pas « je refuse de payer le complément de prix », il fait en sorte, il dit rien, il fait en sorte que la société n'atteigne pas les résultats prévus. Donc on peut dire aussi que c'est un comportement frauduleux. Il contourne, il fait en sorte de faire échec, mais sans les violer directement, les droits du créancier. Oui, monsieur? Est-ce que, parce que c'est pas plus intéressant pour la personne qui vend, par exemple, de contracter non pas avec le futur propriétaire, mais avec la personne morale en elle-même? Par exemple, je suis vendeur, il y a un deuxième vendeur, il y a un deuxième acheteur de la même société. Est-ce que ce deuxième acheteur serait tenu de la clause, par exemple? Alors, vous posez plein de questions en une. Première question que vous posez, c'est est-ce que je n'aurais pas intérêt à contracter directement avec la société? Si je suis, j'ai même intérêt à rester, si je crois en la valeur de la société, bon, j'ai intérêt soit à conserver des actions, soit j'ai intérêt à garder un pied dans la société. Et ça, je réponds à votre première question, c'est le risque, je viens de dire, c'est que l'acheteur fasse en sorte que la société n'atteigne pas les objectifs prévus. Mais imaginons que, de bonne foi, il n'arrive pas, il fait ce qu'il peut, mais il n'arrive pas à ce que la société atteigne les objectifs prévus. C'est, en pratique, un autre problème qui est que, moi, si je vous vends mes actions 2 millions, avec une clause de complément de prix qui me donne droit à 20 millions, sous condition que vous signiez le fameux contrat qu'on a évoqué dans mon exemple. Vous ne le signez pas. Moi, je ne suis plus dans la société. Peut-être que vous avez fait tout ce qu'il est raisonnablement possible de faire pour parvenir à la signature du contrat. Moi, je vais peut-être me dire systématiquement, mais c'est vraiment des incapables, ces acheteurs de mes actions, ces cessionnaires, ils n'ont pas réussi à atteindre l'objectif alors que moi, j'aurais réussi. Donc c'est un autre défaut de la clause, à part sa fragilité qui est que c'est facile de faire sous-performer la société, c'est que même si la société n'atteint pas ses objectifs de bonne foi, celui qui est dehors pourra toujours considérer que c'est de la faute du cessionnaire qui n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû. Donc c'est des clauses qui génèrent finalement assez facilement du contentieux. Et pour répondre à votre autre question qui était est-ce que le sous-acquéreur des actions va être tenu? Non, en principe non. Donc
je vous vends mes actions à un prix fixe et variable avec un complément de prix. Vous revendez derrière les actions, vous en faites ce que vous voulez et vous prévoyez vous-même avec la personne avec qui vous revendez, vous prévoyez vous-même si vous voulez un prix fixe ou un prix variable. C'est pour ça que je considérais que c'était assez lié, parce que si je contractais avec la personne morale, elle ne souffrirait pas de la revente. Oui, mais vous ne pouvez pas contracter, si vous voulez contracter avec la société, ça veut dire que la société, vous devez conserver des droits dans la société au bénéfice. Et dans ce cas-là, vous ne vendez pas vos actions. Alors, le droit de céder ses titres, donc, il soulève beaucoup de questions passionnantes. On va être quand même, même si c'est passionnant et même si on peut y passer vraiment des heures et des heures, on va aborder quelques points rapidement. Premier point, avant la cession, et on verra ensuite la cession elle-même. Premier point, avant la cession, deux questions à aborder. Première question, les accords préalables. C'est là qu'on va parler un peu de la réforme du droit des contrats. Les accords préalables, en pratique, on peut rencontrer différents accords préalables. On peut rencontrer des choses qu'on appelle, on l'a vu en droit des contrats, mais on l'avait un peu évoqué, je crois, pour la constitution de la société, des lettres d'intention, donc des accords qui ne sont pas le contrat définitif, mais qui marquent l'intérêt des parties. Est-ce que c'est un engagement juridique ou pas? Il faut aller regarder ce que dit précisément la lettre d'intention. Ça peut être non juridique, ça peut être déjà un contrat, ça peut être un engagement de négocier de bonne foi et de conserver les informations confidentielles. Bon, en tous les cas, la lettre d'intention, c'est une première forme d'accord, très variable en fonction des lettres d'intention. Et puis, c'est là qu'on touche vraiment à la réforme du droit des contrats. On peut avoir, parmi les accords préalables, des promesses. On peut avoir également des pactes de préférence. Promesse ou pacte de préférence, je vois passer une candidate au bâtonnat du barreau de Paris parmi les gens qui nous suivent aujourd'hui. Parmi donc promesses ou pacte de préférence, parmi ces accords, on va commencer avec les promesses. Les promesses, vous connaissez la distinction entre promesses unilatérales et promesses synallagmatiques. Dans la promesse synallagmatique, on a promis de vendre et on a promis d'acheter. Dans la promesse unilatérale, seul le promettant est tenu et le bénéficiaire de la promesse a une option. Vous savez que pendant longtemps, ces promesses ont souffert en droit français d'une faiblesse. C'est la fameuse jurisprudence consort Cruz, C-R-U-Z, qui avait commencé à ce courant jurisprudentiel, civil 3e, donc 3e chambre civile de la Cour de cassation, 15 décembre 1993. C'est une décision très connue, qui a été très commentée. Quand vous avez une promesse unilatérale de vente, vous dit cet arrêt, et que le promettant se rétracte, donc le promettant avant que l'option ait été levée, parce que si l'option est levée, le contrat de vente est formé. Mais donc avant que l'option ait été levée, le promettant va dire qu'il retire son engagement. Et donc la question était de savoir qu'est-ce que le juge peut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il peut ordonner la formation du contrat de vente? Est-ce qu'il peut dire qu'on n'a pas le droit de se rétracter, sauf à ce qu'une clause l'autorise? Eh bien non, avait dit la décision. L'arrêt consort Cruz avait dit que le bénéficiaire n'avait droit qu'à des dommages-intérêts. Le bénéficiaire n'a droit qu'à des dommages-intérêts. Et donc, cette solution a été remise en cause par l'ordonnance du 10 février 2016, puisqu'on a un article 1124 nouveau du Code civil qui nous dit que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour le droit des sociétés, parce qu'il est fréquent qu'on ait des promesses unilatérales
d'achat ou des promesses unilatérales de vente. Donc, promesse unilatérale de vente, un engagement de quelqu'un qui dit que entre telle et telle date, eh bien, il s'engage, si vous levez l'option, à vous vendre ses actions. Ou promesse unilatérale d'achat, vous l'aurez avec une personne qui va promettre d'acheter les actions d'une autre. Donc, ces promesses ont vu leur efficacité renforcée par l'ordonnance du 10 février 2016. Donc ça, c'est un premier type d'accord préalable qu'on va rencontrer en matière de cession de parts ou de cession d'actions. Autre type d'accord préalable, on en avait déjà parlé, ce sont les droits de préférence, et on les rencontre particulièrement dans les pactes d'actionnaires. Je l'ai évoqué il y a peu. Vous allez avoir dans les pactes d'actionnaires, donc l'article sur la promesse de vente, c'est l'article 1124, et l'article sur le pacte de préférence, c'est l'article 1123, nouveau, du Code civil. Le pacte de préférence, donc, ce n'est pas un engagement de vendre ou d'acheter, c'est un engagement qui dit que, la plupart du temps, si je veux vendre, je m'engage à vous proposer en priorité la vente. Donc si on est actionnaire, on peut avoir pris un engagement entre nous que si l'un d'entre nous veut céder ses actions, il doit les proposer en priorité aux autres actionnaires avec qui nous avons signé notre pacte. Ça ne m'oblige pas à vous vendre, ça m'oblige, le jour où je veux vendre, à vous proposer en priorité. Généralement, c'est un petit peu plus élaboré que ce que je viens d'indiquer. Ça va dire quoi ? Ça va dire que si j'ai trouvé quelqu'un, un candidat prêt à acheter mes actions, je dois faire un projet. J'ai trouvé monsieur un tel ou madame un tel prêt à acheter toutes mes actions pour un prix de 50 € l'action. Et donc, on va prévoir, mais tout ça c'est contractuel, on va prévoir que je dois vous communiquer le projet. Donc vous allez recevoir un document qui dit projet d'acquisition, vente par Bruno Dondero de toutes ses actions à monsieur un tel avec son identité pour un prix de tant € par action. Et donc je vous communique ça et vous décidez à ce moment-là si vous exercez ou non votre droit de préemption. Si vous exercez votre droit de préemption, ça veut dire que vous dites, ben moi, j'achète, j'exerce mon droit de préférence, et donc vous achetez à la place de la personne à qui je comptais vendre mes actions en payant le prix qui était convenu avec cette personne. Oui. C'est comme une substitution, effectivement, vous allez prendre la place de la personne à qui j'envisageais de vendre mes actions. Si jamais, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que là ça devient vraiment le cours de droit des contrats, si jamais je vends mes actions sans respecter le droit qui est prévu, votre droit de préférence, déjà je m'expose à des dommages-intérêts parce que je ne respecte pas un engagement que j'avais pris envers vous, et puis on a d'autres sanctions, sanctions qui sont prévues par le Code civil. Si j'ai vendu à un tiers et que ce tiers avait connaissance du pacte et de votre intention de vous en prévaloir, vous pouvez demander la nullité de la vente que j'ai faite au tiers, ou vous pouvez demander votre substitution dans les droits du tiers. Et puis en droit des sociétés, on a des règles particulières. Dans les SAS, on vous dit que quand on vend ces actions de manière non conforme au statut, il y a nullité de la cession d'actions qui a été faite. Donc à la fois l'article 1123 du Code civil et à la fois des textes spéciaux du droit des sociétés, c'est le L227-15 du Code de commerce pour les SAS, viennent prendre en compte ces conventions préalables à la cession de droits sociaux. Mais vous avez peu de choses dans le droit spécial, dans le droit des sociétés, c'est surtout le droit des contrats ou le droit de la vente qui vont prendre en considération ces accords. Ça, c'est sur les conventions préalables, les accords préalables. Il y a un point sur lequel on va s'arrêter un instant, c'est la question de l'agrément.
J'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'est un agrément, c'est l'accord que la société va donner ou refuser de donner à la vente par un actionnaire de tout ou partie de ses actions. Parfois, c'est la loi qui le prévoit, parfois, ce sont les statuts. Donc, parfois, c'est la loi qui le prévoit, parfois, ce sont les statuts. Dans les sociétés de personnes, c'est généralement la loi qui le prévoit. Parce que dans les sociétés de personnes, comme la personnalité des associés est importante, il est de la nature, il est même de l'essence de la société de contrôler les changements d'associés. Je prends une illustration, la société en non collectif, donc société où vraiment la personnalité des associés compte beaucoup, parce que les associés ont des engagements qui sont lourds, puisqu'ils sont garants des dettes sociales de manière indéfinie et solidaire. On vous dit, c'est l'article L221-13 du Code de commerce, les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, d'accord? Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Et on précise, toute clause contraire est réputée non écrite. Ça veut dire que si on est une société en non collectif, même pour vendre une action d'un associé à un autre, il faut que tous les associés soient d'accord. Là, c'est vraiment le maximum de l'exigence. Toutes les cessions sont concernées, entre associés, à des tiers, peu importe le nombre d'actions visées. Dans les sociétés par action, dans les sociétés anonymes par exemple, c'est pas pareil. Si les statuts n'ont rien prévu, vous pouvez vendre vos actions à qui vous voulez, sans avoir besoin de demander l'agrément de la société. Et dans les grandes sociétés qui sont cotées en bourse, ça se passe comme ça. Il n'y a pas d'accord à demander, sinon ça serait, voilà, l'Assemblée passerait son temps à regarder des sessions passées et à dire oui, d'accord, pas d'accord. Enfin, les actionnaires passeraient leur vie dans les assemblées. Dans ces sociétés, si on veut, on peut mettre une clause d'agrément, puisque l'article L228-23 du Code de commerce nous dit que dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, donc dans les sociétés non cotées en bourse, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. Donc, une clause des statuts peut prévoir qu'il faut l'agrément de la société pour vendre ses actions. Mais là, ce n'est pas la loi qui vous dit c'est obligatoire et ça vise toutes les cessions. Là, on vous dit les statuts peuvent prévoir qu'il faut un agrément et les statuts peuvent vous dire que toutes les cessions ne sont pas soumises à agrément. D'ailleurs, le texte lui-même précise en vous disant que la clause d'agrément est écartée en cas de succession, de cession, je saute quelques cas, de cession au conjoint, à l'ascendant ou au descendant. Donc quand vous cédez à votre époux ou quand vous cédez à des personnes qui sont de votre famille, eh bien, ascendant ou descendant, on prévoit que la clause d'agrément ne joue pas. Mais vous voyez toute la différence qu'il y a entre la SNC où on vous dit que c'est toute cession, quoi qu'il arrive, toute clause contraire étant réputée non écrite, et c'est la loi qui l'impose, et la société anonyme, où là on vous dit, si les statuts l'ont prévu, alors il peut y avoir une clause d'agrément, et encore, elle ne joue pas dans tous les cas. Donc ça, c'est sur le mécanisme d'agrément. Concrètement, en pratique, quand vous voulez acheter des parts ou des actions de société, il faut toujours vous préoccuper de savoir
s'il y a un mécanisme d'agrément et s'il a été respecté, parce que si ça n'est pas le cas, eh bien, la cession peut se trouver, quand on vous dit pour la SNC que toute clause contraire est réputée non écrite, vous comprenez que si vous achetez des parts de SNC sans avoir obtenu l'agrément de tous les associés, eh bien, votre cession va pouvoir être annulée. Et il en va de même pour les sociétés par action, puisqu'on vous dit que toute cession, c'est le texte que je citais tout à l'heure, toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. Donc, même dans les sociétés anonymes, dans les sociétés par action, vous avez des sanctions qui sont assez radicales sur le non-respect de la clause d'agrément. Passons maintenant à la cession elle-même. On va commencer à voir la cession. Premier point important, on lui applique le régime de la vente. Premier point important, on lui applique le régime de la vente. Sauf que ce qu'on vend, quand on vend des parts ou des actions, ça n'est pas l'actif patrimonial de la société. Si je vends des parts de société civile immobilière, est-ce que je vends l'immeuble de la société civile immobilière? Non. L'immeuble ne change pas juridiquement de propriétaire. Mais économiquement, l'immeuble change de propriétaire. Parce que si les associés de la SCI peuvent utiliser le bien de la société, si vous changez d'associé, vous changez les personnes qui peuvent utiliser le bien et habiter dans l'immeuble de la société. Donc, juridiquement, l'immeuble n'a pas changé de main, mais économiquement, il a changé de main. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est important de comprendre que toutes les garanties qui sont prévues quand vous vendez un fonds de commerce, quand vous vendez un immeuble, quand vous vendez un bien particulier, en principe, elles ne vont pas s'appliquer quand vous vendez les parts ou les actions d'une société qui est propriétaire du bien en question. Le bien que vous vendez, ça n'est pas les biens qui sont dans le patrimoine de la société, vous vendez des parts ou des actions. Ça veut dire que les garanties, par exemple, qu'a une personne qui achète un immeuble, le fait que l'immeuble ne soit pas conforme à l'usage attendu, obligation de délivrance d'une chose conforme. Quand vous achetez l'immeuble, vous bénéficiez de cette garantie particulière. Quand vous achetez des parts d'une société qui détient l'immeuble, vous n'avez pas cette garantie parce que vous êtes en train d'acheter des parts sociales. Vous n'avez pas acheté l'immeuble, vous avez acheté des parts sociales. Et donc, le résultat, mais on va le voir de manière plus développée la prochaine fois, le résultat, c'est que les garanties de l'acheteur, lorsqu'il achète des parts ou des actions, c'est des garanties qui sont moins efficaces que s'il achetait directement les biens de la société. Et donc, et ça c'est une idée importante, pour tenir compte, pour compenser cette insuffisance des garanties légales, on va prévoir contractuellement des garanties en plus, ce qu'on appelle en pratique les garanties d'actifs et de passifs. En pratique, on appelle ça les GAP, G-A-P. Et donc, ces garanties d'actifs et de passifs, c'est des garanties contractuelles que le vendeur de parts, que le cédant de parts ou d'actions va donner au cessionnaire, à l'acheteur, qui sont des garanties en plus de ce que prévoit la loi. Il va dire par exemple que, je vais dire, je vous vends mes actions de la société et je prends l'engagement que la société n'a pas de dettes autres que les dettes que je vous ai communiquées le jour où on fait la signature de l'acte de vente. Si je vends un bien, même si je vends une part ou une action, je n'ai pas ce genre d'engagement. Ben là, je vais le prendre, moi, volontairement. En plus, la conséquence, c'est que
Si jamais on découvre que la société a des dettes en plus parce que, je ne sais pas, il y a des salariés qui ont été licenciés injustement, je ne le savais pas, c'est arrivé avant que j'achète les parts de la société, mais les salariés agissent en justice après, ça veut dire que le passif de la société qui va résulter de sa condamnation, il va être garanti, il va être couvert par le vendeur parce qu'il a pris cette garantie en plus. S'il n'avait pas pris cette garantie, il n'aurait normalement pas à payer ses dettes parce que ce sont des dettes de la société, ce ne sont pas les dettes personnelles du vendeur. Et il m'a vendu un bien qui est là, qui existe, les garanties légales ne m'imposent pas, n'imposent pas au vendeur de prendre à sa charge ce type de dette. Voilà. Donc, on revient là-dessus la fois prochaine, qui n'est pas, puisque vous avez maintenant des vacances de la Toussaint à l'université, on aura tout vu, donc qui n'est pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Merci.